Bonsoir, bienvenue à vous en direct, votre émission pour aller plus loin ce soir sur la révision constitutionnelle qui bute au Sénat. Les sénateurs ont voté la déchéance de nationalité, mais pour les seuls binationaux, excluant la création d'apatrides. Un échec attendu pour l'exécutif qui pourrait, malgré tout, réunir le Congrès à Versailles sur la seule mesure de l'état d'urgence. Toutes les conséquences analysées par de nombreux invités en notre compagnie. Des annonces très politiques dans la dernière ligne droite du quinquennat, extension de la garantie jeune, hausse du point d'indice des fonctionnaires. François Hollande cherche à apaiser les tensions et à rassembler en vue de 2017. Mais à quel prix et avec quels moyens? Le débat tout à l'heure. Voilà pour le programme, merci de votre fidélité. Toutes vos questions, réactions via le hashtag OVPL et tout de suite les repères de l'actualité avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous. Le Sénat vient de voter la déchéance de nationalité pour les seuls binationaux contre l'avis du gouvernement. L'article 2 de la révision constitutionnelle, effectivement amendé, a été adopté par 186 voix pour et 150 contre. Les sénateurs ont donc refusé la création d'apatrides. Comme un symbole, Manuel Valls a quitté l'hémicycle avant même la proclamation du vote. Le Premier ministre parle désormais d'un chemin difficile et long vers l'Assemblée nationale. Écoutez. Ce que j'ai voulu dire hier, c'est que sur les 4 points que vous voterez, que vous avez inclus dans cet amendement, le chemin vers l'Assemblée nationale sera difficile. J'espère qu'il ne sera pas impossible de part et d'autre, mais il sera difficile. Non, ce n'est pas une question. Je n'ai pas fait de provocation hier. J'ai voulu dire tout simplement quel était ce que nous pensions, nous, des points proposés dans l'amendement, puisque nous les connaissions, vous l'aviez adopté en commission des lois, par rapport au débat à l'Assemblée nationale. Oui, les débats à l'Assemblée nationale ont été difficiles, et au sein d'abord de ma famille politique. Mais je n'ai eu de cesse, parce qu'il ne peut pas en être autrement, que de bâtir, dès l'Assemblée nationale, un compromis entre la gauche, majorité des députés socialistes et radicaux, et l'UDI et les Républicains à l'Assemblée nationale, pour avoir à l'Assemblée nationale déjà une majorité des 3/5. Non pas pour vous l'imposer, mais pour avancer. Parce que ce que je sais, sauf à me tromper, c'est qu'il n'y aura pas, et ça n'est pas le sens d'une réforme constitutionnelle à ce stade, mais il n'y aura pas ici, au Sénat, de majorité des 3/5 sur la proposition que vous allez faire. Et on revient bien sûr en détail sur l'examen au Sénat de la révision constitutionnelle avec Sonia et ses invités dans quelques instants. Des lycées bloqués, des facs mobilisés, la jeunesse est de nouveau descendue cet après-midi dans la rue pour dénoncer la loi El Khomri. Des milliers de jeunes ont manifesté, nettement moins que le 9 mars lors de la première mobilisation. Ils demandent toujours le retrait pur et simple du texte. Louis Sibyl. Malgré un texte revu et corrigé lundi dernier par le gouvernement, les jeunes ne signent toujours pas. Résistance ! Ils étaient 69 000 selon la police, 150 000 selon les organisateurs, à battre le pavé pour cette deuxième journée de mobilisation contre la loi El Khomri. C'est moins que jeudi dernier. En fait, je pense que cette loi, pour l'instant, c'est un peu une loi pansement. C'est-à-dire qu'elle va essayer de camoufler certaines plaies et que ça ne va pas cicatriser. C'est vraiment pas ça qui va soigner le problème en profondeur. Ça reste un projet de loi qui va nous précariser. Quand on regarde le contenu de la nouvelle version, on nous dit toujours que le temps de travail dans l'entreprise va augmenter, la rémunération des heures supplémentaires va baisser, les licenciements économiques vont être facilités. Près de 115 lycées ont été bloqués partout en France. Plusieurs universités, comme ici à la Sorbonne, ont elles aussi fermé leurs portes aujourd'hui. Le deuxième syndicat étudiant, la FAGE, plus réformiste, manquait lui à l'appel. La nouvelle mouture de la loi permet selon lui la poursuite du dialogue. Une autre journée de manifestation est prévue jeudi prochain. Mobilisation, on l'a vu partout en France, quelques échauffourées sont à signaler. Des dégradations, des vitrines saccagées, notamment à Paris, boulevard Voltaire. Au total, en France, près de 30 personnes ont été interpellées. 1,2% en 2 fois, c'est le coup de pouce, la revalorisation des salaires des fonctionnaires accordée par Annick Girardin, ministre de la fonction publique. Elle a reçu les organisations syndicales ce matin. Géraldine Bavoilo. À 1 an de l'élection présidentielle, le gouvernement fait un geste vers les fonctionnaires. Leur traitement n'avait pas évolué depuis 2010,
compte tenu des marges limitées du budget de l'État. Les syndicats et la ministre de la fonction publique, Annick Girardin, se sont pourtant mis d'accord sur une revalorisation de 1,2% du point d'indice. Nous avions fait une première proposition, puis on a entendu les demandes des uns et des autres, l'effort qui a été fait là, et un effort fort, un effort significatif envers les fonctionnaires. A priori, cette revalorisation devrait coûter 2,4 milliards d'euros par an à l'État, soit en moyenne 30 euros bruts d'augmentation par mois et par fonctionnaire. Une mesure jugée trop faible pour la CGT, déjà échaudée par la loi El Khomri. C'est loin pour la CGT de faire le compte et nous comptons véritablement pouvoir continuer à appuyer sur le rapport de force pour obtenir davantage. La page des salaires n'est pas tournée pour la CGT. Bercy rappelle les difficultés budgétaires de l'État. Les négociations risquent donc de s'arrêter sur cet accord. En bref, Emmanuel Macron prêt à aider EDF. L'État français pourrait injecter des fonds pour redresser le géant de l'électricité. EDF peine à boucler le financement de la maintenance de son parc nucléaire en France, ainsi que le rachat de la branche réacteur d'Areva. Emmanuel Macron a fait ses déclarations lors d'une visite à la centrale nucléaire de Civaux, dans la Vienne. À Bruxelles, nouveau sommet sur la crise migratoire. Les dirigeants européens sont réunis ce soir pour tenter de résoudre cette question. Un accord est toujours en négociation entre l'Union européenne et la Turquie. Julie Hulin. Un conseil sous haute tension. L'Union européenne s'était donné 10 jours pour finaliser un nouvel accord avec la Turquie concernant les migrants. Voici le jour arrivé et les divergences entre États membres sont encore immenses. Je n'accepterai un accord que s'il est global, je crois qu'il le sera, et que si des garanties sont posées à l'égard de la Turquie, je crois qu'elles seront rappelées, en tout cas par la France, et que si la Grèce est aidée. Le ton est donné. Le projet prévoit que tous les nouveaux migrants arrivant en Grèce soient renvoyés en Turquie. Pour chaque Syrien renvoyé, les Européens réinstalleraient dans l'Union un autre Syrien par la voie légale. Alors que l'ONU a mis en garde contre l'illégalité de possibles expulsions collectives et arbitraires, certains pays refusent de participer au programme de relocalisation des migrants. En contrepartie de ces efforts, la Turquie demande une aide financière de 6 milliards d'euros, la libéralisation des visas pour ses ressortissants et la relance de ses négociations d'adhésion. Des demandes qui divisent les 28, la France et l'Autriche notamment exprimant des réticences face à des concessions accordées à un régime accusé de dérive autoritaire. On passe à notre premier débat ce soir. On revient bien sûr en détail sur les débats de cette révision constitutionnelle qui ont eu lieu tout à l'heure au Sénat. Oui, et la révision constitutionnelle a buté sur la déchéance de la nationalité au Sénat. Alors au cœur de la bataille, c'est le très controversé article 2 qui a été attaqué par la droite mais aussi par une partie de la gauche. Au final, les sénateurs ont rejeté l'extension de la déchéance de nationalité, donnant lieu au Sénat à une véritable guerre d'opposition. Et c'est tout l'édifice constitutionnel de François Hollande qui s'en trouve ébranlé. On analyse toutes les conséquences politiques avec nos invités ce soir. Laurent Geoffrin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, directeur de Libération. Jean-Daniel Lévy nous accompagne, bonsoir. Bonsoir. Directeur du département politique et opinion d'Aris Interactive. Marcelo Westfried, bonsoir. Bonsoir. Journaliste politique à l'Express et notre éditorialiste Gilles Leclerc, bonsoir. Et bienvenue, messieurs. Alors c'est une bataille et une guerre d'opposition qui s'est donc déroulée au Sénat. Je voudrais qu'on se souvienne, Laurent Geoffrin, il y a tout juste 4 mois, il y avait malgré tout une unanimité, ou en tous les cas une majorité autour du président au congrès de Versailles. Aujourd'hui, ce dont nous parlions il y a 4 mois a totalement disparu. Cette unité nationale, d'ailleurs, a-t-elle existé vraiment? Je pense qu'il y a eu une erreur initiale. Je l'avais même écrit le lendemain du discours. C'est d'avoir mis justement cette disposition qui est prise dans le programme de la droite et dans le programme du Front National. Et qui, alors ça a été sous-estimé manifestement, et par le président et par le gouvernement, je suppose. Et du coup, ça a divisé son propre camp. Alors du coup, il était difficile de chercher une majorité. La gauche s'est elle-même mise dans une espèce de bourbier juridique. Et puis, évidemment, la droite cherche maintenant à l'empêcher d'en sortir et même à l'enfoncer dedans de plus en plus, puisqu'il y avait quand même un compromis qui a été trouvé à l'Assemblée. Il y a des gens de droite qui ont voté ce texte. Il y en a 31, semble-t-il, 32. Et au Sénat, ils ont pris un malin plaisir à ne pas suivre cette voie-là et à empêcher le compromis. Donc maintenant, oui, un malin plaisir. Cette disposition est mal partie. Un malin plaisir, Jules Leclerc, ou bien une ligne qu'ils avaient affirmée depuis le début, c'est-à-dire revenir au texte original. Sur le plan tactique, et je rejoins ce que dit Laurent, on peut interpréter ce vote comme ça.
Mais en même temps, le Sénat avait affiché la couleur dès le début, en disant nous, la référence seront les premiers propos du chef de l'État, François Hollande, déjà devant le Congrès de Versailles. Il y a eu un effort. Quand même. Mais il y a eu un effort tout à fait à l'Assemblée. Et en même temps, le Sénat, en disant nous, on ne veut pas d'apatrides, ça coinçait quand même un peu la gauche et l'exécutif. Parce qu'au fond, c'est un peu, entre guillemets, une leçon un peu de gauche qui a été donnée à l'exécutif. Ce qui est quand même assez paradoxal quand on regarde un peu ce qui s'est passé. Bon, après, on va parler du résultat. Non, mais c'est très intéressant parce que c'était assez, non pas paradoxal, mais assez inédit à relever, Marcelo Wissfried. C'est vrai que la droite sénatoriale a rappelé les valeurs d'habitude portées, défendues par la gauche. On a été clairement à front renversé, c'était très inattendu finalement comme débat, puisque c'est la droite qui a été sur le plan moral, a rappelé le fait qu'on n'allait pas créer des apatrides, et c'est la gauche à l'Assemblée nationale qui a essayé qui s'est contentée d'une sorte de compromis un peu boiteux qui crée des apatrides. C'était au nom d'un autre principe quand même. Au nom de la non-distinction entre les Français. Donc finalement, il n'y avait pas de bonne solution, mais c'est vrai que voir la droite au Sénat s'arc-bouter sur la question morale de la conviction de ne pas créer des apatrides, c'est quelque chose qui a été très surprenant. J'ajoute quelque chose, c'est que là, on fait des grandes masses, mais en fait, au sein de chaque famille, il y a eu des divisions. Tout à et fait. finalement, c'était un débat qui a été extrêmement... Comme à l'Assemblée, Comme à l'Assemblée, et donc ça a montré que sur ce sujet-là, il y avait d'unité absolument nulle part. Est-ce qu'on peut rappeler, Jean-Daniel Lévy, ce que représente quand même cet édifice constitutionnel pour François Hollande? Ce n'est pas rien. Si on revient 4 mois avant, c'était un axe majeur de son quinquennat et une lutte pas seulement symbolique dans le terrorisme. Contre le terrorisme. C'est déjà, ça arrive dans un moment d'émotion extrêmement fort. Il faut rappeler que c'est à la suite des attentats de novembre dernier, avec des Français qui se retrouvent, comme dans ces circonstances-là, beaucoup plus derrière le couple exécutif, c'est-à-dire le président de la République et le Premier ministre, et qui, d'ailleurs, au lendemain du discours de François Hollande, ne sont pas forcément complètement heurtés par les différentes dispositions qui sont prises. Et même lorsqu'on regarde et lorsqu'on interroge les sympathisants de gauche, sous le coup de l'émotion, on a une immense majorité des Français qui sont favorables aux différents principes, dont le principe de la déchéance de la nationalité. Et puis après, tout s'est passé comme c'était une forme de bombe à fragmentation. C'est-à-dire qu'on commence à voir les effets aujourd'hui d'enjeux qui ont été posés en novembre dernier, non pas par la droite d'ailleurs, et c'est pas inintéressant, mais par la gauche. Et c'est la gauche qui elle-même s'est piégée ou s'est retrouvée prise à son propre piège en se disant qu'ils allaient pouvoir mettre la droite en difficulté, pouvoir créer l'unité nationale derrière le président de la République. Et on se retrouve aujourd'hui face à une droite qui, globalement, dans l'opinion, n'est pas forcément complètement remise en cause, et face à une gauche qui est interrogée dans le cadre de ses valeurs. Et ce qu'on a pu voir, non seulement en termes d'évolution du rapport des Français ou des sympathisants de gauche à l'égard de la déchéance de la nationalité, et ce qu'on peut voir également à travers toutes les cotes de confiance ou de popularité dont pâtissent aujourd'hui assez fortement et François Hollande et Manuel Valls, non seulement auprès des Français, non seulement auprès des sympathisants de gauche, mais également et surtout, et c'est là où c'est plus préoccupant pour eux, auprès de l'électorat de premier tour de François Hollande de 2012. Si on regarde, justement, si on regarde tout ce tableau, Gilles Leclerc, c'est l'inverse de ce qui avait été voulu. Et forcément, ce soir et dès demain, on cherche les responsabilités. C'est vrai que depuis ce vote, on va assister, mais ça, à mon avis, ça ne va pas durer très longtemps, parce que j'ai l'impression, et on le sait, et Jean-Daniel ne va pas me contredire, c'est que l'opinion allait assez loin de ce débat qui peut paraître un peu tacticien. C'est que finalement, on assiste là, en ce moment, à une espèce de bataille de communication. À qui la faute ? Et c'est normal que Manuel Valls va montrer du doigt ces fameux sénateurs qui, à ses yeux, font de la tactique politicienne, peut-être à ses yeux. Et le Sénat va dire, attendez, nous, on avait annoncé la couleur, on a fait ce qu'on a dit, et maintenant on renvoie la copie à l'Assemblée. Et le problème, disent les sénateurs, le problème initial était à l'Assemblée, avec un débat, en effet, entre la gauche et la gauche. Donc on voit bien, il y a une bataille de communication, elle ne va pas durer très longtemps, parce qu'on sent que ce n'est pas un thème qui mobilise aujourd'hui l'opinion publique, d'abord parce que c'est compliqué, et que ça dure depuis trop longtemps, très longtemps. Mais la séquence est aussi, et la séquence elle est aussi très politique, Laurent Geoffrin, parce que évidemment, il faut en parler. Il y a à la fois le projet de loi travail et à la fois ce projet de révision constitutionnelle. Je rappelle que François Hollande l'a dit lui-même lors d'une interview qu'il allait réformer jusqu'au bout. On a l'impression malgré tout, même si sur le projet de loi travail ça avance, même si ça a été remanié, qu'il est entravé, que cette volonté réformatrice, elle est quand même freinée, retenue. La séquence qui s'est déroulée depuis Noël est exécrable. Parce qu'il y a eu cette histoire de déchéance de nationalité qui a divisé une partie de la gauche, même si l'opinion était plutôt favorable. Mais bon,
Ça a divisé la gauche. Ensuite, il y a eu ce remaniement qui a eu un effet de communication très mauvais, quoi qu'on pense du fond. Enfin, on constate que ça a eu un très mauvais écho. Et puis ensuite, on a continué avec la première version de la loi El Khomri, qui a encore divisé la gauche, qui l'a même quasiment mis en insurrection contre le gouvernement. Et donc, ça fait 3 boulettes, 3 grosses boulettes. Et maintenant, il faut remonter la pente, c'est difficile. Alors, il y a un petit rayon de soleil avec les chiffres de la croissance et les chiffres du chômage. Et de l'INSEE, on va voir ce qu'ils vont donner, dans la réalité. Si ça se confirme, peut-être que cette séquence sera oubliée. Pour l'instant, on est encore dedans. Alors, on est encore dedans, oui, Gilles Leclerc. Oui, elle n'est pas tout à fait finie, cette séquence, parce qu'on peut aussi dire qu'après tout, François Hollande, qui croit encore un peu, peut-être encore un peu à sa bonne étoile, il peut y avoir encore un congrès aujourd'hui, il faut le dire à nos téléspectateurs. Oui, peut-être un congrès sur l'article 1, c'est-à-dire la constitutionnalisation de l'état d'urgence. Oui. La loi El Khomri, finalement... Pardonnez-moi, ce serait quand même un congrès de Versailles un peu light, très light. Oui, certes, c'est possible, mais peut-être... Ça ne dure qu'une journée. Voilà. Mais ça, c'est possible. Donc là, je pense que c'est le chef de l'État. Bon, après avoir la loi El Khomri, une loi dite équilibrée aux yeux du gouvernement, elle peut passer peut-être même sans 49.3 à l'Assemblée. Si effectivement, avec quelques chiffres dont on parle un petit peu, on attend un chiffre de l'INSEE, paraît-il, plutôt meilleur, peut-être que c'est une mauvaise séquence, et je suis d'accord avec ce que dit Laurent, mais peut-être qu'il y a une petite lueur pour François Hollande à la fin de cette séquence. Après, la route sera très longue. Mais Marcelo Westphal, moi je comprends bien que c'est un débat technique, notamment sur la déchéance des nationalités, mais les téléspectateurs ont entendu parler pendant des semaines, voire des mois. Est-ce que vous irez jusqu'à dire aujourd'hui, finalement, quel gâchis de temps, quel gâchis d'énergie et même d'image de la classe politique, Laurent Geoffrin l'a rappelé, divisé à droite, divisé à gauche, finalement, et quel outil concret dans cette lutte contre le terrorisme? Parce que là, on ne parle que du symbole pour le moment. Tout à fait. Non, c'est vrai qu'en termes de temps passé pour l'efficacité, c'est un naufrage. C'est-à-dire qu'on a passé 6 semaines de psychodrame à l'Assemblée nationale. Là, on a eu le Sénat immobilisé et au final, ça risque d'accoucher d'absolument rien du tout, à moins d'un congrès light. Et au-delà de cette question-là, il y a la question de est-ce qu'on peut encore réformer ? Là, on voit que maintenant, les textes, à chaque fois, les textes viennent se fracasser, ça devient compliqué. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer en cas d'attentat terroriste? Parce que là, on réfléchit en période d'accalmie, heureusement. Mais que se passe-t-il si demain il y a un attentat? À ce moment-là, les termes du débat vont être complètement changés. Et c'est un des arguments de Nicolas Sarkozy, par exemple. Parce qu'à ce moment-là, l'opinion publique va se retourner vers ses élus en disant qu'avez-vous fait? Et même si les gens n'auront pas compris forcément les subtilités entre l'article 1 et l'article 2, ils diront est-ce que vous avez fait quelque chose? Et là, la classe politique risque d'être montrée du doigt. La classe politique qu'on a vue, Jean-Daniel Lévy, complètement divisée. Je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur ces fractures. C'est pas du tout un clivage droite-gauche traditionnel. On a vu vraiment une gauche, on a vu des prises de parole assez fortes, alors sur les bancs vraiment communistes, mais également socialistes, notamment du sénateur David Assouline. Même chose à droite avec des divisions fortes. Est-ce qu'il va y avoir des conséquences à long terme? Est-ce qu'il va y avoir plus que des fêlures, des fractures? Pour la première fois aujourd'hui, lorsqu'on interroge des sympathisants socialistes ou des personnes qui ont voté pour François Hollande en 2012, on a des termes comme politique de droite ou politique qui est contraire aux valeurs de la gauche qui ressortent. Et jusqu'à présent, il y avait de la part des personnes qui étaient électeurs socialistes de premier tour, pas toujours un enthousiasme, mais en tout cas l'idée de se dire attendons la fin du mandat pour pouvoir juger, ou éventuellement on est déçu, ou la politique n'est pas assez à gauche. Mais là, il y a une vraie évolution au cours de la période récente, du fait du débat sur la déchéance de la nationalité, du fait également de la première version de la loi El Khomri, qui donnait à voir d'une forme de révolution, au sens négatif du terme, de ce qui était porté en termes de politique publique par le président de la République et par le Premier ministre. Ce qui est assez frappant, c'est qu'on n'interroge pas toujours l'efficacité de l'action. Et qu'en France, on va surtout, pour reprendre votre terme, se fracasser sur la question des valeurs. Et de manière assez fréquente, la France, lorsqu'elle s'embrase, lorsqu'elle est nature à pouvoir avoir des débats qui sont des débats au moyen ou au long cours, ça n'est pas uniquement sur la question de l'efficacité en tant que telle, mais c'est sur la question de savoir est-ce que cela porte des éléments qui sont des éléments traditionnels de la gauche. Sur la loi El Khomri, c'est extrêmement symptomatique. On n'interroge pas l'efficacité de l'action. On interroge beaucoup plus les valeurs qui sont portées autour de la représentation du travail et autour d'une forme d'équilibre entre ce qu'est le salariat aujourd'hui et ce qu'est le patronat de l'autre. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter, Laurent Geoffrin, qu'on s'intéresse d'abord aux valeurs avant l'action et le résultat d'une réforme? Pas forcément. Enfin oui, c'est vrai que c'est un peu général et un peu abstrait tout ça. Mais en même temps,
est-ce que c'est pas aussi également honorable, finalement? Vous avez un attentat absolument épouvantable, avec 200, un nombre de morts considérable, et au lieu d'avoir une réaction purement de panique, de peur, tout le monde dit, bon, allez, on prend des mesures, etc., le président annonce, et puis une discussion sérieuse, symbolique, c'est vrai, concerne peu de gens, s'engage, et finalement, et la droite et la gauche se réfèrent à des principes généraux. Vous dites que c'est un signe de bonne trouve. santé, de vitalité de notre démocratie. Oui, alors elle a beaucoup de difficultés par ailleurs, hein, elle est plutôt en crise, mais sur ce point-là, en tout cas, les Français, alors je sais qu'ils aiment bien les débats théoriques, constitutionnels, bon, ils ont cette réputation, mais c'est quand même, bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal et bon signe, mais ce n'est pas théorique. Je voudrais juste rappeler, Gilles Leclerc, que sous la houlette du président Les Républicains de la Commission des lois, Philippe Bas, le Sénat de Gérard Larcher a quand même réintroduit la déchéance de nationalité uniquement pour les binationaux. Il faut préciser aux téléspectateurs qu'à l'Assemblée, c'était une extension de la déchéance de nationalité. C'est peut-être théorique, ça ne touchera, et ça on le sait, que quelques individus, mais là, il y a une ligne de fracture, une ligne rouge qui n'a pas été franchie au Sénat. Oui, c'est vrai, mais d'ailleurs, dans l'histoire du Sénat, sur des textes assez fondateurs, touchant aux libertés publiques, etc., il y a souvent eu, effectivement, des votes qui ne recoupaient pas les clivages politiques traditionnels des frontières des partis. Ça s'est déjà vu, donc c'est pas totalement nouveau. Alors après, il peut y avoir une part, et je peux en convenir, il est un peu tacticienne, etc. On est quand même à un an de la présidentielle, donc on peut pas ignorer, évidemment, ça. Mais en même temps, quand on parlait tout à l'heure d'un peu de front renversé, je prends une image aujourd'hui, on a vu les jeunes socialistes, le MJS, défiler dans les rues aujourd'hui contre un gouvernement de gauche et un Sénat à majorité de droite mettre en avant des valeurs plutôt à gauche contre un exécutif. Donc c'est vrai qu'on est dans un espèce de climat un peu bizarre, sans doute un peu nouveau. Ça n'ira sans doute pas beaucoup plus loin parce que si un jour on rebat les cartes, ça ne pourrait se faire, c'est mon point de vue, qu'après une élection par exemple présidentielle. Mais c'est intéressant ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Vous avez parlé des divisions à droite. Il ne faut pas oublier, Marcelo Visfried, et on n'oublie pas évidemment que ce débat au Sénat s'est déroulé alors que la primaire de la droite s'est accélérée. Et il y a eu, il faut qu'on en parle, une bataille. Nicolas Sarkozy, François Fillon. C'est François Fillon qui l'a emporté. Ça ne changera peut-être pas la donne justement de la compétition à droite, mais François Fillon était contre ce projet de révision constitutionnelle alors que Nicolas Sarkozy l'avait plutôt accompagné. Oui, ça c'était une bataille dans la bataille, c'est-à-dire qu'effectivement, on a au Sénat des représentants, on a beaucoup de parlementaires qui sont fillonistes et pas des moindres. Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, le président du Sénat lui-même, et c'est vrai que si on prend par exemple Bruno Retailleau, il a fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'à la fois il a contrarié le projet de François Hollande, mais au passage, il a aussi contrarié la position, le deal entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Donc là, on a été effectivement dans cette petite politique politicienne interne. Moi, je voudrais dire quand même que, je voudrais ajouter que tout ce débat qu'on voit va avoir des conséquences pour la présidentielle. Pourquoi? Parce que la gauche ayant fait son virage sécuritaire, ayant fait un virage aussi social-libéral, ayant, sur la question des valeurs, étant allé très à droite, c'est vrai qu'on a aujourd'hui une droite qui est un peu déboussolée, qui se cherche, dont l'espace s'est réduit, et tout ça va avoir des conséquences pour la primaire et va avoir des conséquences pour la présidentielle. C'est votre avis, Jean-Daniel Lévy? Est-ce que vous le constatez déjà que ce déplacement du curseur à la fois trouble les sympathisants, les militants de gauche, mais aussi trouble évidemment la droite? Évidemment, en fait, aujourd'hui, il y a une injonction en fait, déjà de la part des sympathisants de droite à l'égard de la droite qui est extrêmement forte. Et quand on voit les thématiques qui sont aujourd'hui portées spontanément de la part des électeurs traditionnels déjà de la formation politique Les Républicains, on est sur des thèmes qui sont des thèmes extrêmement durs, notamment en matière de sécurité, notamment en matière d'immigration, et qu'on ne voyait pas du tout apparaître en 2007 et même en 2012. Donc ça, c'est le premier aspect. Et puis le deuxième aspect, on est face à une gauche que certains n'ont peut-être pas très bien vue, qui avait déjà évolué dès 2012. D'ailleurs, quand vous regardez la campagne interne de François Hollande face à Martine Aubry, ce n'était pas celui qui portait les thématiques les plus à gauche. Il avait déjà une thématique qui était une thématique de réduction de la dette et des déficits. C'était la deuxième motivation de vote à la dernière élection présidentielle. Donc il y avait déjà une forme d'évolution du rapport des Français, du rapport de la gauche, voire même des catégories populaires, à l'égard de thématiques qui jusqu'à présent étaient plutôt considérées comme étant soit de centre droit, soit plutôt touchant les catégories qui étaient les catégories supérieures. Sur l'immigration, on a des Français, et même à gauche, qui sont beaucoup moins
enclin à défendre les immigrés. On a pu le voir d'ailleurs, par exemple, qu'il y a peu d'émotions à l'égard de ce qui a pu se passer à Calais ou à l'égard de la politique qui est menée de la part de Voilà, François sur Hollande, du gouvernement l'immigration. en matière d'immigration. En matière de sécurité ou en matière de liberté publique, on voit bien qu'au sein de la gauche aujourd'hui, l'idée que dans les conditions actuelles, il puisse y avoir une restriction des libertés publiques au profit d'une surveillance plus importante, voilà, marque également au sein de la gauche. Et sur la place entre l'État et le marché, qui est également déstructurant, on voit bien qu'on n'est pas forcément absolument contre la place du marché dans la société française. Alors, Ce que une partie de l'opinion de gauche n'a pas encore bien saisi, même si elle mais commence, vous allez lui expliquer probablement. elle commence à deviner, c'est que le programme de la droite sera très à droite. Et ça, il faut lire les projets. Bon, c'est un peu fastidieux aujourd'hui. C'est quoi très à droite quand une partie de la droite peut voter les projets portés par François Hollande? Où est-ce que vous mettez ce curseur à droite? Ah ben, vous prenez le programme économique, c'est pas la loi El Khomri, c'est puissance 10. Hein. C'est, par exemple, on supprime... Certains à droite ont dit qu'ils auraient aimé faire la loi El Khomri. Ah, c'est autre chose, hein, mais dans leur projet, hein, on prend celui de Fillon, on prend celui de Juppé ou celui de Sarkozy, qui sont à peu près les mêmes en fait. Vous avez suppression de l'impôt sur la fortune, déréglementation du travail, toutes sortes l'imposition des entreprises sera diminuée. Enfin, ce sera très, comment vous expliquez que les sympathisants et les militants de gauche ne perçoivent pas ce que vous dites? Parce qu'on n'est pas encore dans la campagne, on n'a pas eu le temps encore de... C'est normal, les gens n'ont pas passé leur vie comme nous, à éplucher. Pourtant, ils suivent quand même un peu les candidats, oui. C'est vrai que l'élection présidentielle, elle est à la fois près et relativement lointaine. Et les citoyens n'ont pas encore planché sur les programmes des différents candidats, par exemple à la primaire. Mais quand on les regarde, et Laurent Geoffrin a raison, quand on regarde les programmes économiques et sociaux des candidats à la primaire, d'abord ils se ressemblent, grosso modo. Après, il y a des nuances sur le rythme, hein, donc ça c'est à regarder. Et en même temps, c'est plutôt des programmes qui sont sur la rupture. Hein, ça vous évoque d'ailleurs quelque chose, la rupture. mais voilà, sur le thème, cette fois, on le fera vraiment. Voilà, ça veut dire que là, on va le dire et on va le faire. Ce qui était d'ailleurs l'argument, je dirais, de la droite aujourd'hui critiquant la gauche, c'est que François Hollande ne peut pas réussir puisque au Bourget, dans sa campagne présidentielle, il a annoncé le contraire de ce qu'il essaye de faire aujourd'hui. Donc là, la droite dit, promis, juré, on vous annonce la couleur. Et on va faire ce qu'on a dit. On verra. S'il y a alternance, évidemment. Je voudrais qu'on conclue avec une réflexion un peu plus large, messieurs, parce que ce projet constitutionnel, a été débattu au Sénat, il a été débattu à l'Assemblée, il y a eu des heures et quand même des semaines et des mois, puisque évidemment il y a eu la scène politique qui en a parlé. Marcelo Westrid, c'est aussi une réflexion sur nos sociétés soumises à rude épreuve et nos institutions par rapport à la lutte contre le terrorisme. Il y a une question majeure qui se pose. Est-ce qu'il faut tout changer, nous adapter en fonction de cette réponse ou pas? Changer sa constitution, pour certains, c'est céder quelque part. Oui, alors ça, il y a eu le débat technique, mais qui n'était pas que technique, de savoir s'il fallait passer par la loi, puisque manifestement, il y avait un certain nombre de choses qui pouvaient simplement être, on va dire, insufflées par le biais d'une loi, ou s'il fallait aller toucher à notre texte fondamental, celui qui inscrit dans le marbre les grands principes. Et c'est vrai que ça, c'était un débat un peu philosophique qui a eu lieu, mais cela dit, il s'est illustré beaucoup ici au Sénat lors de l'examen du premier article, celui sur l'état d'urgence, qui passera peut-être en congrès ou pas. S'il y en a un qui passe, ce sera celui-là. Ah oui, c'est la mesure la plus consensuelle. Où le Sénat a apporté beaucoup de dispositions pour encadrer et sécuriser les conditions de mise en pratique de cet état d'urgence, de suspension d'un certain nombre de libertés. Et là, effectivement, dans ce cas de figure, on peut concevoir que c'est sa place dans une constitution. Et puisqu'on parle d'efficacité, probablement que dans ce cadre-là, il y a visiblement un peu d'efficacité. On peut être pour ou contre, mais par exemple, il y a eu des attentats déjoués, on en a encore parlé il y a peu de temps. Est-ce que c'est grâce à l'état d'urgence ou pas, on n'en sait rien. Peut-être pas à sa constitutionnalisation, en tous les cas. Non, ça probablement pas. Mais aujourd'hui, nous vivons, il faut quand même le rappeler aux téléspectateurs, nous vivons en ce moment dans un régime d'état d'urgence. C'est pour ça que ce débat était important. Probablement permis des choses, des perquisitions, des assignations à résidence. Ça fonctionne, avec en plus, effectivement, un certain nombre de moyens que le Sénat a mis sur la table. Ça donne une intensité extrêmement forte. Hein. Le fait de parler de constitution en tant que telle, tout de suite, ça montre l'importance qui est accordée au sujet. Pour prendre un parallèle, on peut voir qu'en 2005, lorsqu'il y avait eu le débat justement sur le traité constitutionnel européen, le simple fait qu'il y ait le terme
Constitution avait amené une très grande intensité dans les débats et d'ailleurs une participation au référendum qui avait été Et on voit avec importante. toutes les oppositions qu'on ne touche pas si facilement. C'est peut-être un bon signe, Laurent Geoffrin, à la Constitution. Si on fait le bilan jusqu'à présent, on peut discuter sur telle ou telle disposition, la manière dont elle est appliquée, mais la France n'a pas abandonné, me semble-t-il, ni les libertés publiques, ni l'état de droit. Donc après, bon, c'est une discussion à l'intérieur de ce cadre-là, mais le cadre global a été respecté et malgré la violence extrême de l'attaque, finalement, les Français ont tenu bon sur leurs propres principes. Merci beaucoup pour cette conclusion. C'est pas mal, c'est une belle conclusion. Merci à vous, messieurs, pour ce débat et cette analyse. Tout de suite, il est 22h30, les repères de l'actualité avec Paul Bouffard. C'est l'information parlementaire et politique du soir. L'article 2 de la révision constitutionnelle a finalement été adopté dans une version amendée par le Sénat. Il concerne la déchéance de nationalité pour les binationaux et non pour tous, comme le souhaitait le gouvernement. Comme un symbole, Manuel Valls a quitté l'hémicycle avant la proclamation du vote. Écoutez ses réactions de sénateurs à l'issue du scrutin. Le Sénat ne reste pas campé sur une position, c'est la position du chef de l'État, exprimée quelques jours après les attentats, dans un moment de communion nationale. Ça n'est quand même pas rien. Bon, encore une fois, je l'ai dit au Premier ministre, nous sommes tout à fait disponibles pour que, notamment sur l'article 1, il y a des concessions peut-être que nous pouvons faire, mais on ne peut pas demander au Sénat de faire toutes les concessions du monde. Ce n'est pas possible. Et je pense que ce soir, la très forte unité de l'ensemble de la majorité sénatoriale exprime une idée. Nous sommes disponibles, bien sûr, pour réviser cette Constitution, mais certainement pas à tel prix, et en tout cas, certainement pas au prix de l'apatridie, qui serait un mauvais signal adressé au monde entier au moment où l'ONU est en train de réduire, justement, dans un programme, cette notion d'apatridie. On peut partir au Congrès sur l'article 1, où quasiment tout le monde est d'accord sur l'article 1, et là, c'est vraiment la protection de la nation. L'article 2, c'est la division de la nation. Un Premier ministre contre un sénateur écologiste. Passe d'armes tout à l'heure dans l'hémicycle du Sénat sur la question de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Le référendum pour ou contre le projet sera limité au département de la Loire-Atlantique. Le sénateur Ronan Dantec accuse Manuel Valls de saborder la consultation. Écoutez l'échange. Moi, je vous demande de soutenir l'idée d'une consultation qui aura lieu en juin et qui concernera les habitants de la Loire-Atlantique. Monsieur Dantec, n'ayez pas peur de la consultation des habitants. Le département de la Loire-Atlantique, vous avez été élu grâce à vos amis socialistes, je vous le rappelle, dans le cadre de ce département de la Loire-Atlantique. Vous n'avez pas répondu un seul instant à la question posée, un seul instant à la question posée. Sur le périmètre, vous savez très bien que l'ensemble des conseils départementaux voulaient être associés. Vous ne pouvez pas dire que c'est pour le Grand Ouest et ne faire voter que la Loire-Atlantique. C'est vous qui n'avez pas le courage de la consultation. Et le reste de votre argumentaire est encore plus faible. 4 mois après l'attaque du Bataclan qui a fait 90 morts, la commission d'enquête parlementaire salue l'intervention efficace de la police. Ce matin, une délégation de députés s'est rendue dans la salle de spectacle frappée le 13 novembre. Objectif, revenir sur la chronologie de l'intervention policière. Les familles des victimes ont regretté de ne pas avoir été associées à la démarche. Écoutez. On est fatigué, on voudrait être associé. Cette association a été créée, Fraternité et Vérité, pour avoir le maximum d'informations et pour s'approprier, pour pouvoir faire notre démarche de reconstruction et de se tourner vers l'avenir. Garantie jeune, rémunération des fonctionnaires, moyens supplémentaires pour la recherche. L'exécutif français multiplie les gestes à 14 mois de la présidentielle, des gestes pourtant coûteux. On en parle avec Sonia et ses invités. Oui, ce sont des annonces très politiques. Dans la dernière ligne droite du quinquennat, extension de la garantie jeune, hausse du point d'indice des fonctionnaires. François Hollande cherche à apaiser les tensions en vue de 2017, tandis que la colère et le doute gagnent son camp. Eh bien, le président espère encore rassembler pour la suite, mais à quel prix ? Et avec quels moyens? Surtout, on en parle avec nos invités ce soir. Christine Claire, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, journaliste politique, essayiste. Olivier Roucan nous accompagne, bonsoir. Bonsoir. Politologue, enseignant-chercheur. Philippe Moreau-Chevrolet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Communicant, président de MCBG Conseil. Et notre chroniqueur, Jean-Louis Gombault est là, bonsoir. Bonsoir Sonia. Alors, madame, messieurs, dans un contexte tendu, alors qu'on vient de le voir, la révision constitutionnelle bute au Sénat, que la loi travail, Christine Claire, cristallise encore des mécontentements,
Eh bien, c'est dans ce contexte que l'exécutif a proposé l'extension de la garantie des jeunes, c'était il y a quelques jours. Et puis là, aujourd'hui, on a la confirmation du dégel du point d'indice des fonctionnaires. Avant d'entrer dans les détails, est-ce qu'on peut le dire? Oui, on peut le dire. Ce sont des annonces très politiques, ça n'échappera à personne. Oui, ce sont des annonces électorales. Et puis, après moi, le déluge, parce que aujourd'hui, il y a une nouvelle à laquelle on n'a pas beaucoup prêté attention, mais vous allez peut-être nous en parler, c'est que la Grande-Bretagne va baisser l'impôt sur les sociétés à 17%. Je ne sais pas combien il est en France, minimum 35, non? 33. 33, bon. Donc, ça va être encore des entreprises qui vont partir, évidemment, des gens qui vont s'installer là-bas. Donc, pour l'emploi, pour le niveau de vie, c'est très mauvais. Donc, ça, c'est les vrais sujets, je crois, et auxquels on ne fait plus guère attention s'il s'agit de distribuer des biscuits, des dragées à droite et à gauche. Des biscuits et des dragées, et d'ailleurs... À des futurs chômeurs. Bon, bah, c'est une consolation. Vous êtes dur, mais on va voir si c'est partagé peut-être. Philippe Moreau-Chevrolet, au Parti socialiste, d'ailleurs, on ne s'en cache pas, hein, le dégel du point d'indice des fonctionnaires promis par l'exécutif vise bien à rassurer une catégorie de l'électorat, et c'est même le vivier de l'électorat socialiste, de gauche socialiste. Oui, c'est ça, en fait, ils essaient de recoller les morceaux. Alors, il n'y a qu'une obsession pour François Hollande, c'était d'ailleurs un titre de presse récemment, c'est 2017. Le problème, c'est quand ça se voit, quand ces ficelles-là se voient, ça perd quand même de son impact. C'est-à-dire quand on a une du Monde qui dit qu'en gros, Valls prend des mesures électoralistes, parce que c'était ça la une du Monde aujourd'hui, très clairement, ça a un impact un peu moindre, parce qu'on se dit, d'accord, il nous fait des cadeaux, pour qu'on vote pour lui, mais finalement je vais peut-être prendre les cadeaux et garder mon vote pour quelqu'un d'autre, ce qui est probablement aussi le calcul des électeurs. Les électeurs ne sont pas des idiots. Quand on arrive dans cette situation où il y a une popularité qui est à 17%, François Hollande est l'homme politique le plus impopulaire, le président le plus impopulaire de toute la Ve République, quand son Premier ministre chute lui aussi, quand on se paye le luxe d'une double fracture à gauche, la déchéance de la nationalité, on essaie de recoller les morceaux avec le remaniement, et on refracture après sur la loi travail, on n'a plus grand-chose en réalité à sauver. Il est un peu tard, quoi. Et ça peut être perçu que comme du cynisme. Les 5,5 millions d'électeurs, Olivier Roucan, dans la fonction publique, même si ce n'est pas, il faut dire, ça reste modeste en termes en monnaie. Ça fait des années qu'on ne les a pas augmentés, par ailleurs. Ça fait plus de qu'on leur propose. 6 ans, je crois. C'est bien ça, 1,3% de pouvoir d'achat. Il y a quand même, au-delà des jeux, un 3%, me semble-t-il. 1,3%. Ah, d'accord. De pouvoir d'achat, ils ont perdu le pouvoir d'achat. Je pense que le point d'indice est gelé depuis plus de 6 ans. Mais je pense qu'au-delà des cadeaux ou des formules électoralistes, il y a quand même une croissance qui se maintient. En France, elle se maintient beaucoup par la consommation. Donc en redistribuant quand même du pouvoir d'achat, on peut maintenir une croissance sans doute un peu plus forte que prévu. On peut donc ensuite sans doute aussi encourager les entreprises et cela peut permettre, c'est la marge de manœuvre que conserve ici ou là l'État, elle peut être utilisée de temps en temps. C'est peut-être le bon moment de faire ce geste au-delà des pensées électoralistes pour que la croissance ne s'essouffle pas, puisqu'on sait qu'ailleurs dans le monde, elle est en train de s'essouffler. D'ailleurs, on se souvient, Jean-Luc Gombaud, de la scénographie, entre guillemets, du quinquennat de François Hollande. C'était lui-même qui en avait parlé. Il avait dit, il y a le temps de l'effort. Après, je ne vais pas dire le réconfort, on en est loin, mais de la redistribution. Ben voilà, il arrive à ce moment-là, c'est vrai, dans la dernière ligne droite du quinquennat. Le problème, c'est que Christine Douzière, il distribue des dragées, des biscuits, mais lui, il n'a pas beaucoup de biscuits, en réalité. Parce que si on fait le calcul, vous avez cité des grosses postes de dépenses, mais il faudrait ajouter à ça les 800 millions pour les agriculteurs. Oui. Il faudrait ajouter à ça le milliard pour les 500 000 formations qu'a proposé le président de la République. Et avant tout ça, il y avait déjà un dérapage de dépenses de 4 milliards. Donc, on est par rapport au budget qui a été voté fin décembre par l'Assemblée nationale et le Sénat, on est sur un glissement de 7 à 8 milliards. Donc, ça arrive à faire quand même des sommes. J'entends bien ce que vous dites. Une croissance qui serait donc de 1,5%, dit-on. Alors, la croissance est toujours... Les statistiques qui sont sorties tout à l'heure à 18h par l'INSEE confirment le pronostic de croissance du gouvernement. Mais si vous voulez, si on continue comme ça... je ne vois pas comment ça sera possible. On va vers un déficit budgétaire de 2016 de près de 4%, et non pas de 3,3% tel que c'est prévu initialement. Donc on a quand même un problème. Vous dites quelque chose de politique. Oui, mais enfin, derrière ce politique, il y a du financier quand même, quelque part. Alors, évidemment, je pense que le gouvernement se dit que
Dans la situation européenne actuelle, qui est en état de décomposition, c'est-à-dire que plus personne ne parle de Juncker, plus personne ne parle de la Commission européenne, plus personne ne s'intéresse aux ni du totem de 3% qu'il faut absolument respecter. Tout ça, on l'a oublié. J'allais dire, c'est que toutes ces affaires, depuis quelque temps, sont en train de fondre comme Mais vous vous en félicitez? Voilà. Et à partir de là, je termine en disant que, comme les taux d'intérêt sont très bas, on est à 0% de taux d'intérêt de financement, 3,3, 3,6, 4%. Tout ça, en fin définitive, ça n'a pas d'importance. C'est la première fois que je vous entends dire ça. Non, mais ça n'a pas d'importance parce que si les taux d'intérêt ne remontent pas, donc on est vraiment dans la politique. Est-ce qu'il veut maintenant? C'est-à-dire qu'au début de son quinquennat, François Hollande voulait renégocier avec l'Allemagne un certain nombre de critères pour pratiquer une politique qui soit davantage celle de la relance. Il finit par obtenir une marge ténue, mais qu'on lui a refusée jusqu'à présent. Alors du fait du délitement des institutions européennes, du fait de tas d'autres problèmes, mais peut-être que cette marge de manœuvre, encore une fois, peut être utilisée à bon escient pour... il y a aussi un élément en faveur de l'emploi. Est-ce que le gouvernement ne voulait pas aussi éviter, Christine Claire, une coagulation des mécontentements? Parce qu'il y avait un risque aussi que les fonctionnaires descendent dans la rue. Et ma question, c'est est-ce que c'est la rue, entre guillemets, qui gouverne? Les jeunes descendent, ils ont une extension de la garantie jeunesse. Les fonctionnaires grognent, ils ont le dégel du point d'indice. Et demain, qu'en sera-t-il? C'est sûr que le gouvernement a eu très peur de voir s'allier les étudiants, les lycéens. Parce que qu'est-ce que veut faire un gouvernement aujourd'hui pour rétablir l'ordre? On ne peut pas tirer, comme disait De Gaulle, tirer leur dans les pattes. Mais à l'époque, en 68, on le faisait Mon Dieu, heureusement, oui. Aujourd'hui, il n'en est pas question. Donc finalement, un gouvernement est très impuissant face au désordre et surtout s'il y a des jeunes. Et s'il y a, on a vu ça avec Malik Oussekine, un blessé ou un mort, tout le pays se soulève. Donc je crois qu'il a eu très très peur. Cette étincelle qu'il veut lâcher maintenant, mais c'est vrai qu'on disait dans un premier temps, il s'était dit bon, je vais lâcher à la fin, mais entre-temps j'aurai réformé. On a cru à un moment qu'il allait faire le choix de la réforme, qu'il allait vouloir entrer dans l'histoire comme le président qui aurait fait évoluer la gauche finalement. Cette gauche française qui a... En tous les cas, il l'a bousculé. À prendre en compte la mondialisation. Il mondialisation. l'a bousculé, la gauche. Oui, mais il revient très très vite dans les pantoufles. Est-ce que c'est votre avis, Philippe Moreau-Chevrolet? C'est vrai qu'on a l'impression qu'on donne raison, les derniers mots à la rue, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a eu aucune volonté réformatrice, ni aucune volonté de bousculer son propre camp. En même temps, il n'a pas toujours cajolé son propre camp, il n'y a qu'à voir les divisions. La question, c'est est-ce qu'il y a une volonté? Oui. C'est ça la vraie question, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il veut. On ne comprend pas depuis le début du quinquennat ce que veut François Hollande. On ne sait pas s'il veut quelque chose en réalité, en dehors de sa réélection. C'est un objectif à peu près clair. Mais on ne sait pas ce qu'il veut politiquement. Donc oui, il y a une volonté de réforme. Le mariage pour tous a mis des mois et des mois à venir. Lui-même a dit qu'il n'était pas tout à fait pour et qu'il laissait de la liberté de conscience aux maires. Quand même, un président de la République qui dit « Attendez, on va voter une loi qui va être symbolique majeure dans mon quinquennat. Mais je vous dis quand même qu'au cas où, au niveau local, vous pouvez disposer comme il vous semble. » C'est un peu surréaliste. Et c'est pareil sur la loi Macron. C'est une succession de non-choix qui s'impose en quelque sorte à lui. Dont il n'est pas l'organisateur, et c'est ce que ressent le pays profondément dans les enquêtes, c'est pour ça qu'il est impopulaire, il ne prend pas de décision. Cette situation, si elle perdure encore pendant 5 ans, c'est-à-dire s'il est réélu, c'est tout aussi grave que la période antérieure. Et ce qu'écrivent les commentateurs est très juste, il y a une continuité entre Sarkozy et Hollande de ce point de vue de la triangulation, de la perte des repères, des valeurs politiques et de la non-décision. Mais expliquez-nous, Olivier Roucan, s'il ne réforme pas, si tout ce que dit Philippe Moreau-Chevrolet est vrai, pourquoi on a cet état-là de la gauche qui est en totale déliquescence? On ne peut pas dire tout et son contraire. S'il ne réformait pas, il n'y aurait pas à l'heure actuelle des dizaines de milliers de personnes dans la rue, il n'y aurait pas autant de dissensions dans son camp. On sait très bien quand même que ce jeu de rôle entre Premier ministre et Président, il est ancien. Sous l'autorité du Président de la République, on est dans la 5e. Responsabilité, préalablement le pacte de compétitivité, c'est François Hollande au vœu à chaque fois qu'il les a annoncés. Donc ensuite, le Premier ministre met en œuvre, plus ou moins bien, mais bon, c'est le Président qui décide des grandes orientations et je pense que il y a un grand mauvais point à donner à la communication de l'Élysée. Mais je ne pense pas que le président actuel manque de détermination sur un certain nombre de choix fondamentaux qu'il garantit, aussi bien en termes de sécurité extérieure. Je pense que c'est quand même un dossier
qui traverse son quinquennat, qui est très lourd Oui, Sarkozy avait sécurité tenté intérieure. de faire la même chose, de donner une cohérence à sa politique par l'extérieur. C'est ce Mais que non, Sarkozy avait fait. je n'ai pas terminé ma phrase. C'est-à-dire qu'il a également 3 ou 4 axes de politique intérieure, conserver, tant que faire se peut, l'État-providence, et au-delà, et c'est le grand A de son plan. Plan B, c'est le modèle social, mais le grand A, c'est réformer avec la politique dite de l'offre. Malgré tout, quand on prend le projet de révision constitutionnelle ou le projet de loi travail, il est clair qu'il y a une entrave. Christine Claire, réformer jusqu'au bout, mais quel bout? Parce qu'il y a beaucoup d'embûches avant le bout. Je suis étonnée d'entendre que s'il y a du monde dans la rue, c'est qu'on réforme. Mais peut-être qu'il y a du monde dans la rue parce que les gens ont peur. Simplement, ils ont peur de l'avenir, ils ont peur du monde autour de nous. Est-ce que pour autant, ça veut dire que c'est une vraie réforme qui va tout bouleverser? Arriver au point où elle en est, cette réforme, je n'en suis pas sûre. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de monde dans la rue, par peur de l'avenir. J'aurais pas peur de la contestation à gauche, surtout de la jeunesse. Moi, j'aurais peur de la contestation à droite, parce que la jeunesse vote de plus en plus Front National. Sur les 25-34 ans, c'est quasiment majoritaire. Pas que la jeunesse, d'ailleurs, même les fonctionnaires. Il y a une partie qui vote Front National. Et il y a aussi des fonctionnaires jeunes. Vous m'interrogiez sur l'histoire de la déchéance. Ça reste quand même une tâche. Parce que c'est vrai, moi je dois avouer que je fais partie de ces Français qui ne savaient pas qu'on pouvait déjà prononcer quasiment la déchéance, puisque Valls l'avait fait 3 ou 4 fois au mois d'octobre. Il a fallu que je lise le grand papier excellent, très bonne communication, pédagogie de Robert Badinter dans Le Monde. Comprendre, tout ça était tout à fait prévu dans le Code civil, article 25, etc. Et c'était absolument pas la peine de convoquer le Congrès à Versailles, de faire tout un débat pendant des semaines sur la déchéance nationale. C'était pas la peine du tout. Alors, beaucoup de Français, je pense, l'ont découvert comme moi. Nous étions 94 pour au départ, et maintenant, beaucoup moins. Ça se réduit de jour en jour. Est-ce que François Hollande ne connaissait pas la Constitution? Est-ce qu'il a voulu jouer là une carte qui est quand même assez cynique au lendemain d'attentats, de déplacer le Parlement? Tout ça, c'est très impressionnant, ça coûte très cher en plus. Ou est-ce que lui-même était dans le même état d'ignorance que moi? Je me pose quand même beaucoup de questions. Ce serait plus grave. Ce serait plus grave. Mais vous posez la question de l'anticipation de tout cela, parce que Jean-Luc Gombault, c'est vrai, avant le projet de loi travail et avant la révision constitutionnelle, on est tous d'accord, et c'est souvent écrit comme tel, que François Hollande est un fin tacticien, un grand connaisseur justement de la politique et des ficelles politiques. Là, on a l'impression, c'est vrai, que parfois, ça peut échapper, en tous les cas, à ce contrôle-là. Est-ce qu'il est fin tacticien quand on voit la manière dont les choses sont engagées? J'en doute. Mais je ne suis pas d'accord quand on dit qu'il ne reste rien de la loi travail. Enfin, la chose la plus importante de la loi travail, c'est quoi? C'est l'inversion des normes. C'est-à-dire le fait que dans une entreprise, vous décidiez de travailler de telle ou telle façon, et que même si la loi ne le prévoit pas, c'est ce qui sera décidé en entreprise qui se fera, mais c'est une révolution. On a beaucoup insisté sur cette affaire qui était, et on avait ici dit un mot la semaine dernière, sur cette affaire d'indemnisation plafonnée, mais qui est tout à fait secondaire. Le problème, c'est l'inversion des normes. C'est quelque chose de considérable. Donc pour vous, personne n'a jamais osé faire. Alors, ça reste un projet de loi travail conséquent. Alors oui, tout à fait conséquent. Et il n'a pas cédé là-dessus. Alors c'est vrai, on ne peut pas rentrer dans les détails, que pour les PME, ça sera compliqué à mettre en place, mais pour les grandes entreprises, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc on ne peut pas quand même dire que ce type ne réforme rien. Non, ce n'est pas exact. Il le fait de mauvaise manière, il ne sait pas comment vendre son affaire, il tergiverse, donc ce qui fait qu'on n'y comprend plus rien, mais en réalité, quand on regarde le texte, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose d'important. Maintenant, sur la question des fonctionnaires, le problème, c'est que ça ne lui apportera aucun avantage. Au mois d'août prochain, quand il y aura la première augmentation, j'ai fait un petit calcul, ça va faire une augmentation de l'ordre de 15 à 20 euros par fonctionnaire. Bon, je ne dis pas que c'est négligeable. Alors évidemment, il y en a tellement que ça fait des sommes importantes. Mais pour chaque fonctionnaire, par ailleurs, je ne suis pas non plus d'accord quand on dit que le pouvoir d'achat des fonctionnaires a baissé. Ce n'est pas exact. Le point d'indice est un élément
de la rémunération de la fonction publique, mais il faut ajouter le glissement vieillesse-technicité, il faut ajouter les primes, et en réalité, depuis le gel du point du fonctionnaire, le salaire moyen des fonctionnaires a très légèrement Vous avez augmenté raison, en Jean-Luc pouvoir Rambaud, mais d'achat. peut-être... Donc les syndicats nous disent on a perdu 8%, ce n'est pas exact. Pour mesurer le geste de l'exécutif, peut-être qu'il faut le comparer avec ce que propose l'opposition, Philippe Moreau-Chevrolet. Quand on voit à la fois les propositions de Nicolas Sarkozy et François Fillon, c'est une course à la suppression des emplois publics. L'un dit 300 000, l'autre renchérit 500 000. On voit bien qu'il y a deux conceptions de la fonction publique, en tous les cas, et que peut-être entre ces deux conceptions, le choix pour ceux qui sont concernés est très vite fait. Oui, puis arriver au pouvoir, supprimer 350 000 fonctionnaires, j'aimerais bien savoir comment on va le faire. C'est quand même un petit peu compliqué. C'est des annonces purement électoralistes pour le coup, qui sont en général jamais suivies. Donc à droite comme à gauche. À droite comme à gauche, on est dans l'électoralisme pur. Moi, je suis d'accord qu'il reste sans doute quelque chose de la loi travail. Ce qu'il y a, c'est que ça a été tellement mal expliqué qu'au fond, on ne sait plus très bien ce qui reste dans le projet de loi. Donc j'entends ce que vous dites, mais moi j'attends de voir ce qui va être réellement voté. Il y a des amendements qui sont prévus, on ne sait pas s'ils sont soutenus par le gouvernement ou pas, qui viennent du Parti socialiste, qui vont affaiblir la portée patronale du texte. On a à droite des amendements qui seront peut-être négociés. Donc c'est compliqué de savoir ce qu'ils veulent vraiment, parce qu'au fond, ils ont tellement tergiversé qu'on ne sait plus, en fait, la volonté du texte. Ajoutons à cela, à cette confusion, le rôle de Macron. Qui visiblement, Macron tire contre le texte en disant qu'il n'est pas assez réformateur. Qui visiblement paraît déçu, ne le cache pas. Moi j'ai une très jolie phrase de... Peut-être qu'il est de mèche avec François Hollande pour avoir l'air de dire que finalement on a presque tout retiré. Peut-être que c'est une phrase splendide de Gaspard Proust qui disait les gens ne descendent pas plus dans la rue. Si les gens ne descendent pas plus dans la rue, c'est pas parce qu'ils sont en accord avec les mesures, c'est parce qu'ils ne comprennent pas la politique qui est faite. Et qu'il y a une angoisse, ça rejoint ce que vous disiez, Olivier. Et Olivier, quand même, on a l'impression que François Hollande a lancé, si je puis dire, la chasse au-dessus de la gauche. Il veut rassembler son camp, il n'y a presque pas de doute. Très probablement, il sera candidat en vue de 2017, même si certains entretiennent le suspense. Mais il y a un élément essentiel dont je voudrais qu'on parle, c'est la confiance. La confiance des citoyens, la confiance des élus. Est-ce qu'il peut la retrouver aussi au sein de son camp qui a été mis à rude épreuve? C'est peut-être l'élément le plus important. La confiance, ça ne se décrète pas. Non, ça ne se décrète pas, mais le président de la République, il est un acteur du jeu et on sait très bien que la préparation d'une présidentielle, c'est, j'allais dire que l'électorat fait avec ce qu'il a, ce qu'on lui propose. Et donc pour l'acteur, l'idée c'est d'être présent et dans la meilleure des situations possibles, et le chef de l'État travaille à cela. La confiance, elle est durablement perdue vis-à-vis des acteurs, vis-à-vis des institutions, et même l'indicateur récurrent sur la démocratie est en mauvais état. Et donc on sait très bien que sur un travail de fond, sur le et la politique est à faire. Pour l'instant, les acteurs et on peut dire les institutions à l'heure actuelle, eh bien, ne répondent pas aux attentes et il n'y a pas de réformes qui répondent aux préoccupations et aux attentes des citoyens depuis, on va dire, au moins 20 ans. Le quinquennat n'a rien fait, n'a rien changé. On nous a dit qu'il n'y aura plus de cohabitation, ce sera beaucoup plus efficace. Et on fait de façon récurrente, et ce soir, une nouvelle fois, le constat que les réformes sont difficiles. Mais elles sont difficiles pourquoi? Parce que la société de la crise, la société de la peur, c'est une société très émiliée, très divisée. Ce n'est pas le gouvernement qui est divisé, c'est la société. Et donc, il suffit de toucher ici pour que là, il y ait des mobilisations réciproquement. Le gouvernement l'est aussi. Et nous, ben oui, mais le gouvernement est à l'image, c'est une représentation nationale. Il représente la société et forcément, on a un système politique qui a de plus en plus de mal à mettre en cohérence ces divisions. Et les réformes, là on parle de la loi El Khomri, mais rappelons-nous de Jacques Chirac, dont on nous a dit qu'il n'avait rien réformé, d'un Nicolas Sarkozy, dont on nous a dit assez vite qu'il parlait beaucoup. Donc nous sommes une société dite bloquée. On a écrit cet ouvrage il y a plus de 40 ans maintenant. Et je crois que de ce point de vue, on est sur une constante. Est-ce que c'est votre avis, Jean-Luc Rambaud? Est-ce que c'est ainsi qu'on est perçu par nos partenaires européens qui, eux, même s'ils partent de très loin, si on prend le cas de l'Espagne ou de l'Italie, arrivent malgré tout à réformer, même si sur le plan du travail, il y a des emplois précaires? Depuis des années, la France se réforme depuis des années. Dire que ce pays est bloqué, ce n'est pas. Je sais pas l'opinion que vous avez exprimée, c'est l'opinion générale, pas du tout. Enfin, je veux dire, création d'entreprises, la flexibilité du travail, ça a quand même considérablement
augmenté. La stabilisation des dépenses budgétaires également a été engagée déjà avec Sarkozy et encore avec Hollande. Donc dire que ce pays est bloqué, les Français, c'est très bizarre parce que les Français, moi je ne suis pas un sondeur, mais les Français disent que la France est bloquée et dès qu'on veut la débloquer, ils bloquent tout. Donc, je veux dire, ça, c'est quand même un problème assez c'est l'image qu'on a, c'est-à-dire qu'il y a quand même, Jean-Luc Gombault, un réflexe pavlovien de descendre dans la rue à chaque fois qu'il y a une réforme. Le débat politique et symbolique est bloqué, mais j'allais presque dire qu'en arrière-plan, des réformes se font, mais on a toujours besoin de pratiquer un jeu, j'allais presque dire symbolique, une inversion symbolique, pour masquer les vrais changements qui se font. Et en fait, il y a des tas de réformes, mais il y a aussi quand même beaucoup d'ajustements en permanence et les réformes de fond. Alors si je résume, on a une image d'une société qui est bloquée depuis 40 ans, on a quand même des gouvernements qui veulent réformer mais qui font ce va-et-vient permanent, qui brouillent totalement le message. Au final, quelle est la formule, s'il devait y en avoir une, avec votre expérience, Christine Claire, pour réformer le pays? C'est quoi? C'est une dose un peu de gauche, un peu de droite libérale, rassurer avec un discours aussi sur la nation? Je pense qu'il faut bien définir les objectifs, replacer dans le monde. On n'a pas parlé là de la concurrence mondiale, on n'a pas parlé du chômage qui diminue dans d'autres pays. Je pense que si on nous dressait un tableau de la France, bien sûr, il y a une colonne positive, mais il y a aussi tout de même une colonne négative. Et sinon, comment expliquer pourquoi nous avons le chômage le plus important des pays d'Europe, et notamment le chômage des jeunes? Bon, il y a quand même quelque chose qui a raté, là. Donc, je crois qu'il faut absolument resituer dans le contexte, et dans le contexte historique, et dans le contexte de mondialisation, et qui sont les grands concurrents, comment ça se passe ailleurs, et comment peut-on résister avec un autre modèle, puisque la moitié de la gauche rêve toujours d'un autre modèle, mais on va le mettre en place avec qui? Avec quels alliés dans le monde? Enfin, on ne peut pas raisonner comme si on était un pays isolé du monde et de l'histoire. Et ça nous manque terriblement. Il n'y a pas de récit. C'est Christiane Taubira qui avait trouvé la formule. Il n'y a pas de récit. On ne nous dit pas où on en est, d'où on vient et où on va. Alors on fait des mesures. On conclut sur ce récit, Philippe Moreau-Chevrolet, vous qui travaillez sur la communication. Est-ce qu'il est vraiment si important, ce récit national dont on parle, pour ancrer ce que nous sommes, où nous allons, le fameux cap, le phare? Est-ce qu'il est fondamental? Il y a Matteo Renzi a vendu son Jobs Act, l'équivalent de la loi travail, mais en Italie. Non pas en justifiant, en descendant dans la boîte à outils avec toutes les mesures qu'on va prendre pour vous expliquer dans le détail comment ça marche, parce que c'est pas le sujet, mais il a projeté l'Italie en disant dans quelques années, si on prend ces mesures, on va vers cette société-là. Moi, cette société, je l'imagine comme ça, une société d'entrepreneurs, etc. Il a obtenu une majorité là-dessus, il a réussi à faire des choses. C'est le sujet. Il y a une chose qui bloque terriblement le pays, c'est cette absence effectivement de projection dans l'avenir. On a un pays en dépression, je dirais, on est incapable de se projeter. On a un président qui refuse de dire où on va, de toute façon, par définition, alors que c'est son rôle, on est d'accord. Et par ailleurs, il y a un problème qui est qu'on a un système bloqué à cause de la présidentielle. On doit choisir un homme. C'est pas bon. On nous dit la 4e République. Oui, la 4e République, c'était la gabegie, c'était pas bien, tout le monde s'engueulait, d'accord. Mais en même temps, des régimes qui marchent en ce moment en Europe sont des régimes parlementaires. Il n'y a pas un roi qu'on élit une fois tous les 5 ans et on bloque tout. Il y a un débat permanent et peut-être que des querelles entre partis qui sont des querelles idéologiques, ça ferait du bien à ce pays qu'on s'engueule à nouveau et qu'on change. Vous trouvez qu'on ne s'engueule pas suffisamment? On s'engueule pas comme il faut. Allez, il faut plus s'engueuler, hein, c'est ça, c'est un nouveau slogan. Merci. Oui, c'est ça. Engueulons-nous. Restez avec nous. La suite de votre émission, on va retrouver, alors, il n'engueule pas du tout, il va nous calmer, nous faire sourire. C'est la chronique et le coup de crayon d'Hervé Baudry tout de suite. Il croque chaque semaine l'actualité. Bonsoir Hervé Baudry. Bonsoir Sonia, vous allez bien? ravi de vous retrouver. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Désolé Philippe, on va quand même commencer par peut-être des petites engueulades, en tout cas des voix fortes, puisque cette journée encore, on a vu des nouveaux rassemblements de la jeunesse contre la réforme du travail. Donc je ne sais pas vous, mais moi je sens un dialogue de sourds s'installer entre Valls et les jeunes, vous voyez les 2.0, les geeks et tout, voilà. Attendez, c'est très intéressant, Hervé Baudry. Moi, je voudrais faire réagir le communicant, Philippe Moreau-Chevrolet. Il y avait quelque chose qui m'a interpellée dans les débats. On avait l'impression de parler et de demander aux jeunes pourquoi ils descendaient dans la rue. En même temps, on leur demande pourquoi ils ne s'impliquent pas davantage dans le débat public. Est-ce qu'il y avait une contradiction à parfois
leur dire non mais vous êtes naïfs, ne descendez pas, vous êtes manipulés, et en même temps leur dire mais impliquez-vous. Et en fait, c'est une incompréhension parce qu'ils s'impliquent, mais ils ne s'impliquent pas comme les générations précédentes. Ils ne vont pas faire mai 68, ça n'a pas de sens. Ils signent des pétitions en ligne, ça ils le signent, il y a 1 200 000 signatures. Ce sont des pétitions vérifiées, hein, c'est pas comme au début d'Internet. Ils font des vidéos sur YouTube, c'est beaucoup plus engageant de faire une vidéo pour dénoncer une mesure gouvernementale que d'aller défiler entre République et Bastille. On s'en fiche de qui défile entre République et Bastille. La vidéo, elle reste, elle vous suit, elle vous marque. C'est un engagement beaucoup plus fort. Ils se mobilisent d'une façon différente. Voilà. C'est pour ça, pour moi, la mobilisation silencieuse. Pas Hervé Baudry. Avec des likes. Le like. Alors Philippe, quand on marche, on a soif. Donc aujourd'hui, c'est la Saint-Patrick. Les Irlandais fêtent la Saint-Patrick. Et donc en France aussi, dans certains pubs, on célèbre cette tradition. Mais moi, je ne sais pas si à Levallois, on a beaucoup ri, on a beaucoup d'entrain à faire la fête avec leur Patrick national, puisqu'il a peut-être des soucis en ce moment. Oui, peut-être. Voilà. Oui. Bonjour aux gens de Levallois. Voilà, on le salue. On suit. Après 6 ans de gel, le salaire des fonctionnaires va être revalorisé. Le dégel, donc, est-il dû à l'effet de serre ou à l'effet des élections proches? Ça, on le saura. Les deux, en 2017, ou peut-être les deux, oui, tout à fait. Alors là, on a quelque chose un petit peu plus sérieux, l'affaire qui secoue en tout cas l'Église catholique, on en a beaucoup parlé cette semaine, le primat des Gaules, donc Monseigneur Barbarin, qui est fragilisé dans des affaires de pédophilie. Accusé de ne pas avoir dénoncé des agressions dans son diocèse de Lyon, le prélat reste sourd aux critiques. Une question sur ce sujet, Christine Claire. Est-ce que Manuel Valls a bien fait de s'exprimer et de demander à Philippe Barbarin, au cardinal Barbarin, de prendre ses responsabilités? Écoutez, en tant que chef du gouvernement, après tout, c'est une affaire qui ne relève pas que de l'Église. C'est une affaire qui relève de tout le pays. Donc, après tout, le cardinal Barbarin, tout cardinal qu'il est un citoyen français. Bien sûr. Les citoyens français doivent respecter la loi. J'ai vu que dans l'éducation nationale, on vient de radier encore 27 professeurs. Il y en a tous les... Donc, voilà, l'Église n'échappe pas à cette loi. Dans la société, cela dit, bien sûr. peut-être que Valls est un peu intempestif et toujours à critiquer les uns et les autres. Pour le moment, on attend de lui qu'il fasse son boulot. Mais il était en droit de le faire. Hervé Baudry. Alors, ambiance de recueillement, mais il y a ambiance studieuse aujourd'hui et hier. Et puis aussi, on a fait des échanges intéressants au Sénat, donc avec des discussions sur la révision constitutionnelle. Si le premier article sur l'état d'urgence est passé sans encombre, rien n'est moins sûr pour la suite. C'est pas Broadway et encore peut-être moins Versailles pour l'instant. Donc on voit qu'on passe le premier rapport, mais le deuxième, ça craque un peu. Oui, je vous le on l'a confirme. su aujourd'hui. Oui. De Versailles, on va passer à Bordeaux, puisque donc on a vu un sondage cette semaine. Juppé, donc Alain Juppé, est donné gagnant ou serait donné gagnant face à Nicolas Sarkozy dans la course à la primaire des Républicains. Alors justement, Nicolas Sarkozy, où en est-il de son annonce de la candidature? Moi, j'ai une petite idée, je pense qu'il va nous faire ça le 1er avril. Philippe parlait de buzz ou de choses comme ça pourrait marcher. Oui, je ne suis pas sûr que ce soit très positif, mais ce sera un buzz en tout cas, c'est sûr. Ensuite, je cherche mes fiches. Oui, voilà, c'est la dernière. Et on va terminer un petit peu sur la culture, puisque Alain Mabankou, l'écrivain franco-congolais, a donné ce soir sa leçon inaugurale au prestigieux Collège de France. Donc, avec le thème « Penser et écrire l'Afrique noire ». Alors que nous sommes donc dans la semaine de la langue française et de la francophonie, Alain Mabankou explique, c'est intéressant, que la langue française n'est pas seulement les conversations le long de la Seine et du Café de Flore, mais la langue française, c'est le crépitement qui se trouve à Abidjan. C'est ce qui se passe du côté de Dakar. tout à fait, c'est bien de le rappeler. Bel hommage, merci Oui, beaucoup Hervé Baudry. Merci. À jeudi prochain. Et tout de suite, les repères de l'actualité avec Paul Bouffard. Le Sénat a examiné tout à l'heure le texte de révision constitutionnelle. Il comprenait 2 volets. L'article 2 débattu aujourd'hui concerne la déchéance de nationalité. Vous le savez, il y a une différence de point de vue entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Les détails avec Mounir Soussi. Comme prévu, le débat sur la déchéance de nationalité a confirmé le fossé entre les deux chambres. Les députés souhaitaient que cette sanction s'applique à tous les auteurs de crimes terroristes. Les sénateurs sont revenus à une version où seuls les binationaux sont concernés. Cette modification met en péril toute la réforme constitutionnelle. Avant d'envisager n'importe quelle hypothèse, moi j'espère encore convaincre le Sénat de bâtir un compromis avec l'Assemblée nationale. Nous en sommes loin, c'est ce que j'ai voulu dire hier. Durant toute la discussion, le Premier ministre a appelé le Sénat à faire preuve de responsabilité en se ralliant au consensus trouvé à l'Assemblée. Cet argument n'a eu aucun effet. Les sénateurs justifient leur position de refus par la défense d'un principe.
Et chacun prend ses responsabilités. Nous, une responsabilité sur les libertés, une responsabilité sur la nécessaire sécurité des Français, sur la force des symboles. Et parmi ces symboles, il y a aussi la patrie, qui est quand même une valeur que je croyais imaginer ne pas être abandonnée par la gauche. Ces difficultés rendent la tenue du Congrès incertaine. Manuel Valls met en garde l'opposition de droite en annonçant que le Parlement serait ridiculisé si le débat s'éternisait. La droite sénatoriale qui, de son côté, considère qu'elle respecte au contraire le souhait du président énoncé le 16 novembre lors du Congrès à Versailles. Écoutez ses réactions à l'issue du scrutin. Le Sénat ne reste pas campé sur une position, c'est la position du chef de l'État, exprimée quelques jours après les attentats, dans un moment de communion nationale. Ça n'est quand même pas rien. Bon, encore une fois, je l'ai dit au Premier ministre, nous sommes tout à fait disponibles pour que, notamment sur l'article 1, il y a des concessions peut-être que nous pouvons faire, mais on ne peut pas demander au Sénat de faire toutes les concessions du monde. Ce n'est pas possible. Et je pense que ce soir, la très forte unité de l'ensemble de la majorité sénatoriale exprime une idée. Nous sommes disponibles, bien sûr, pour réviser cette Constitution, mais certainement pas à tel prix, et en tout cas, certainement pas au prix de l'apatridie, qui serait un mauvais signal adressé au monde entier au moment où l'ONU est en train de réduire, justement, dans un programme, cette notion d'apatridie. On peut partir au Congrès sur l'article 1, où quasiment tout le monde est d'accord sur l'article 1, et là, c'est vraiment la protection de la nation. L'article 2, c'est la division de la nation. Ce matin, autre adoption, cette fois l'article 1 de cette révision constitutionnelle. Il concernait, lui, le régime de l'état d'urgence. Retour sur les débats en séance avec Jordan Klein. 301 voix pour, 38 contre. C'est sans surprise que le Sénat a largement adopté l'article 1er de la révision constitutionnelle. Mais la version finale est bien différente de celle proposée par l'Assemblée nationale. Ce matin, les sénateurs ont abaissé la possibilité de prolonger l'état d'urgence. Les députés souhaitaient 4 mois, le Sénat la ramène à 3. Principe largement partagé par les différents groupes. Considérant l'importance des pouvoirs exceptionnels prévus par l'état d'urgence, et le champ étendu des conditions permettant son déclenchement, nous ne souhaitons pas que la durée de l'état d'urgence puisse excéder 3 mois. Dans l'hypothèse où l'état d'urgence serait à nouveau mis en place, les sénateurs ont adopté un amendement pour que les présidents des 2 chambres soient consultés. Ce qui compte pour moi, et je vous remercie, et je remercie la Commission d'avoir accepté cet argument, c'est que les présidents des assemblées soient consultés. Qu'ils le soient officiellement ou d'une autre façon, dans des circonstances exceptionnelles, ça n'est pas important. Contrairement à l'article 2 sur la déchéance de nationalité, celui-ci pourrait trouver un consensus entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Toute la question est maintenant de savoir si la révision constitutionnelle pourra se faire avec un seul et unique article. Passe d'armes tout à l'heure dans l'hémicycle du Sénat lors des questions au gouvernement. Le référendum sur le projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes a opposé Manuel Valls à l'écologiste Ronan Dantec. Un référendum sera limité au département de la Loire-Atlantique. Le sénateur accuse le Premier ministre de saborder la consultation. Écoutez l'échange. Moi, je vous demande de soutenir l'idée d'une consultation qui aura lieu en juin et qui concernera les habitants de la Loire-Atlantique. Monsieur Dantec, n'ayez pas peur de la consultation des habitants. Le département de la Loire-Atlantique, vous avez été élu grâce à vos amis socialistes, je vous le rappelle, dans le cadre de ce département de la Loire-Atlantique. Vous n'avez pas répondu un seul instant à la question posée, Sur le périmètre, vous savez très bien que l'ensemble des conseils départementaux voulaient être associés. Vous ne pouvez pas dire que c'est pour le Grand Ouest et ne faire voter que la Loire-Atlantique. C'est vous qui n'avez pas le courage de la consultation. Et le reste de votre argumentaire est encore plus faible. Et toujours dans le dossier sensible Notre-Dame-des-Landes, cette fois c'est Ségolène Royal qui remet en place 2 de ses collègues ministres. Ce n'est pas aux membres du gouvernement de se prononcer, a-t-elle dit. Référence directe aux prises de position de Stéphane Le Foll, favorable au projet, et de Jean-Vincent Placé, qui a dit tout à l'heure qu'il appellerait à voter contre. Les jeunes, de nouveau dans la rue, des lycées bloqués, des facs mobilisés contre la réforme du travail. Des manifestations nettement moindres que lors du 9 mars, lors de la première mobilisation. La jeunesse qui demande toujours le retrait pur et simple du texte. Louis Sibyl. Malgré un texte revu et corrigé lundi dernier par le gouvernement, les jeunes ne signent toujours pas. Ils étaient 69 000 selon la police, 150 000 selon les organisateurs, à battre le pavé pour cette 2e journée de mobilisation contre la loi El Khomri. C'est moins
que jeudi dernier. En fait, je pense que cette loi, pour l'instant, c'est un peu une loi pansement. C'est-à-dire qu'elle va essayer de camoufler certaines plaies et que ça ne va pas cicatriser. C'est vraiment pas ça qui va soigner le problème en profondeur. Ça reste un projet de loi qui va nous précariser. Quand on regarde le contenu de la nouvelle version, on nous dit toujours que le temps de travail dans l'entreprise va augmenter, la rémunération des heures supplémentaires va baisser, les licenciements économiques vont être facilités. Près de 115 lycées ont été bloqués partout en France. Plusieurs universités, comme ici à la Sorbonne, ont elles aussi fermé leurs portes aujourd'hui. Le deuxième syndicat étudiant, la FAGE, plus réformiste, manquait lui à l'appel. La nouvelle mouture de la loi permet selon lui la poursuite du dialogue. Une autre journée de manifestation est prévue jeudi prochain. Et tout de suite, on passe à la revue de presse. Pour découvrir ensemble les unes de vos quotidiens et hebdo, et on va commencer, Paul, avec le Figaro demain. À noter cette charge de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Il s'en prend à son successeur François Hollande. Dans les relations entre la France et l'Algérie, Nicolas Sarkozy critique le fait que François Hollande ait choisi délibérément le 19 mars, date du cessez-le-feu qui suivit la signature des accords d'Évian pour commémorer la fin de la guerre d'Algérie. Le Figaro qui nous rappelle aussi l'urgence pour les départements. La colère monte contre le coût du RSA. Face à la baisse des dotations de l'État, l'Assemblée des départements de France estime qu'une quarantaine de collectivités seront cette année dans l'impossibilité de boucler leur budget. On découvre maintenant la une du Télégramme. Sous pression, cette photo du cardinal Barbarin pensif après les nouvelles révélations d'une nouvelle affaire d'agression sexuelle dans son diocèse. La pression s'accentue sur l'homme, dit le journal. Cette figure de l'Église de France devrait quitter ses fonctions. Selon certains, l'épiscopat, lui, soutient toujours l'archevêque de Lyon. L'affaire est loin d'être terminée. On s'intéresse à l'Union. L'édition de Reims, Sonia, un rapport d'information parlementaire souligne que l'aéroport de Vatry, à l'est de Paris, est en piste pour devenir le 3e aéroport parisien. Le rapport pointe du doigt les nuisances provoquées par la plateforme d'Orly. On passe à la couverture du Point, l'hebdomadaire Le Point. Oui, Xi Jinping en photo et ce titre, l'Empire contre-attaque face à la crise, sa révolution économique, ses ambitions militaires aussi. Le Point propose un dossier spécial sur le président de la République populaire de Chine, le mystère Xi Jinping. On va jeter un coup d'œil à l'Express maintenant. L'hebdo qui donne des clés pour une réforme radicale du travail. Quelle serait la réforme idéale? Salaire minimum, règles de licenciement, formation. Des économistes comme Pierre Cahuc ou Olivier Blanchard donnent leurs avis. Ils proposent une refonte radicale du droit du travail. Et je vous propose de terminer avec l'hebdomadaire Le 1. Oui, l'hebdo s'interroge sur la francophonie. Est-ce encore une idée neuve? L'hebdo rappelle que les Français ont l'habitude de snober la francophonie. Notre langue parlée sur les 5 continents est un outil d'influence et aussi un espace linguistique de 200 à 300 millions de personnes. Donc radioscopie de la francophonie dans Le 1 cette semaine. Merci beaucoup Paul pour cette revue de presse. Merci à vous. À suivre à présent, et dans le contexte des débats au Sénat sur la révision constitutionnelle, eh bien une sélection des moments forts et même tendus dans l'hémicycle. Alors vous retrouverez dès lundi votre formule habituelle avec le grand entretien. Mais ce soir, on vous propose de revenir sur les moments choisis les plus forts de cette bataille politique autour du projet de révision constitutionnelle. C'est une sélection de Pierre-Henri Gergonne. Il ne sert à rien, je vous le dis, et évitons les sophismes, d'abriter cette posture derrière les propos du président de la République devant le Congrès. Ces propos, tous ici, nous les avons entendus. Et tous ici, nous savons aussi que le chef de l'État a confié au Parlement, c'est son rôle de constituant, et c'est l'honneur et la responsabilité de la démocratie. C'est son rôle, c'est sa tâche d'élaborer un consensus. Sinon, il ne peut pas y avoir de révision. Ce consensus, nous l'avons construit à l'Assemblée nationale. Gouvernement, majorité, mais aussi une très large part de l'opposition. Je regrette profondément, à ce stade bien sûr, que cette construction collective ne puisse pas être confortée au Sénat. Quand il s'est agi d'apporter notre soutien à l'état d'urgence, le Sénat n'a pas marchandé son appui. C'est dire que nous n'avons pas de leçons à recevoir en ce qui concerne l'unité de la représentation nationale pour la lutte contre le terrorisme. Le Sénat veut l'efficacité. Le Sénat veille aussi à ce que cette efficacité la plus grande possible soit acquise dans le respect de l'état de droit, en renforçant
les garanties inscrites dans nos textes. Pour chacun des textes que j'ai cités, cela a été le cas. C'est la marque de fabrique de notre Assemblée que de vouloir préserver les libertés et l'État de droit tout en renforçant les moyens de la lutte contre le terrorisme. Il est grand temps de mettre un terme à ce sinistre débat sur la révision constitutionnelle qui n'a cessé depuis 4 mois d'abîmer la France et l'unité des Français. 4 mois perdus à tenter de justifier un projet de révision constitutionnelle dont l'efficacité face aux menaces terroristes n'a cessé d'être contestée par les voix les plus illustres et les plus diverses, et dont la dangerosité pour nos libertés fondamentales a été amplement démontrée. Moi, je ne fais pas une loi, nous ne proposons pas une loi, une révision constitutionnelle et des moyens pour tel ou tel, en fonction de sa religion. Je le fais pour protéger tous les Français, parce que ceux qui ont été attaqués, ceux qui ont été tués le 13 novembre à Paris, ils étaient de toutes les confessions, de toutes les religions, de toutes les générations, de toutes les couleurs. Alors, Monsieur Pierre Laurent, je suis aussi républicain que vous, aussi attaché à la République, aussi attaché à la démocratie, aussi attaché aux droits fondamentaux de mon pays, aussi attaché que vous et autant que vous de gauche. Donc je n'accepterai aucune leçon dans ce domaine-là, aucune leçon, parce que c'est trop facile, Monsieur Pierre Laurent, de monter à la tribune du Sénat, de délivrer des leçons sur la sécurité des Français et de ne voter aucune loi pour protéger nos compatriotes. Mais il n'y a pas d'égalité aujourd'hui devant la sanction. Il n'y a pas d'égalité dans le Code civil puisque pour les binationaux, c'est le sujet de l'acquisition et pas de la naissance. Et demain, entre les binationaux et les mononationaux, eh bien, la déchéance priverait les seconds, les mononationaux, de toute patrie, alors que pour les binationaux, évidemment, il resterait toujours une patrie. Donc le concept de l'égalité, il n'opère pas. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous souriez, mais vous allez moins sourire quand vous relirez l'avis du Conseil d'État. C'est l'avis du Conseil d'État que je viens d'exprimer. En d'autres termes, Monsieur le Premier ministre, avec conviction, mais pour vous convaincre aussi que ce concept d'égalité, que cette passion d'égalité peut nous égarer. La question fondamentale est de savoir, non pas si l'état d'urgence doit être ou non appliqué, il y a des responsabilités gouvernementales et un contrôle du Parlement. La question pour nous est de savoir s'il doit être constitutionnalisé. Et nous considérons majoritairement, et c'est notre droit, c'est notre approche, que ça ne sert strictement à rien, en dépit de tout ce que l'on a essayé de nous expliquer savamment au niveau du droit. Mes propos font écho aux propos du Premier ministre, hier, qui a voulu, si j'ose dire, en provoquant avec des mots très durs, notre Haute Assemblée, pour indiquer que nous avons fait des pas. Et l'article 1 est un exemple où la constitutionnalisation de l'état d'urgence nous laissait perplexes. Nous allons l'adopter. C'est aussi une main tendue que nous faisons vis-à-vis du propos du président de la République et des engagements qu'il a pris au Congrès à Versailles. Monsieur le Président, je demande la priorité sur l'amendement de la Commission, dont le numéro est le 14, et il s'en suivra naturellement que cette priorité devrait s'étendre logiquement aux amendements qui suivent cet amendement 14. Nous sommes à un moment important de nos discussions, et je vais essayer, pas de vous convaincre, en tout cas de rappeler un certain nombre d'arguments qui amènent le gouvernement à donner un avis défavorable à cet amendement numéro 14. Le débat est nourri, riche, des interventions d'une très grande qualité, nous l'avons les uns les autres compris, et c'est vrai. C'est vrai que, ce n'est pas vrai forcément sur tous les bancs, et c'est tout à fait respectable, mais c'est vrai que ces attentats terribles, nous l'avons tous dit avec nos mots, ont sans doute amené nos compatriotes à repenser chacun qu'est-ce que cela voulait dire être français, et à réfléchir au fond à cette belle idée si française qu'est la nation. C'est vrai. Vous préférez, et c'est le cœur de la discussion bien sûr,
une déchéance de nationalité prononcée seulement contre certains terroristes, en l'occurrence les binationaux, là où le gouvernement et l'Assemblée visaient tous les terroristes sans distinction. Et donc, c'est là où je ne suis pas le président Retailleau et je ne vous suis pas. Il faut que vous expliquiez à nos concitoyens, là aussi, cette exigence à géométrie variable, le mot est peut-être pas bien choisi, selon que l'on est mononational ou pas, même si, encore une fois, nous parlons de terroristes ayant commis des actes barbares. Le gouvernement et une majorité des 3/5 à l'Assemblée nationale ont proposé une solution qui limite considérablement le risque de créer des apatrides, détenteurs en France, ça a été rappelé d'ailleurs dans les débats hier, d'un statut protecteur des droits élémentaires. Le débat, il est là. En 1958, la République est menacée par les guerres coloniales, la guerre d'Algérie. L'État est menacé. La fin de la Deuxième Guerre mondiale n'a que 13 ans. Le souvenir de Vichy est là partout. Et donc, la Constitution de 1958, en réalité, s'appuie sur l'État et la République, parle peu de la nation. L'article 20, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Mais finalement, la nation, elle n'apparaît qu'assez peu dans la Constitution, parce qu'elle n'est pas en cause, parce qu'elle n'est pas remise en cause, et parce que l'identité nationale et la nation française, en 1958, n'est pas un problème, n'est pas une difficulté, n'est pas une interrogation. En 2016, elle l'est. Elle l'est. L'interpellation, le terrorisme, mais avant même le terrorisme, le doute, le scepticisme sur ce qu'est la nation française depuis 10 ans, c'est vrai, c'est vrai. Les Français se demandent ce qu'est la France aujourd'hui. Les Français se demandent ce qu'est notre destin commun. Alors inscrire les éléments sur la déchéance et sur ce qu'est la nation dans la Constitution, oui, c'est un geste fort. Et c'est un geste fort au-delà du terrorisme, parce que la question de la nation devient une question essentielle pour ce qu'est notre République et notre pays. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale si l'on évoque la double nationalité. Et il n'y a pas de majorité au Sénat si on la refuse. Nous sommes donc dans cette situation de blocage. La logique voudrait dire qu'à partir de là, nous nous arrêtons dans la démarche et nous passons à autre chose, considérant qu'il y a d'autres enjeux dans le pays à traiter. Mais la question qu'on peut se poser est de savoir pourquoi on arrive à ce blocage. On arrive à ce blocage pour une raison assez simple et que personne n'évoque ici, c'est que la question est mal posée. On ne définit pas la nation en regardant vers l'arrière. Le débat sur l'identité nationale l'a montré, l'a révélé. Les blocages, les impasses, les ambiguïtés de ce débat ont été, il y a quelques années, évidents et ont mis mal à l'aise toute la nation française. Le problème, c'est qu'en organisant le débat sur la déchéance, nous avons voulu regarder effectivement le débat de cette façon. La nation, nous devons la définir vers l'avant, en regardant vers l'avant, en lui construisant un avenir. Et si nous voulions mettre en place une mesure symbolique, ce n'est pas en excluant les terroristes de la communauté nationale, c'est en intégrant dans la communauté nationale, comme l'ont fait nos ancêtres de la Révolution française, avec la formule des citoyens d'honneur, ceux qui se battent contre Daesh dans des conditions épouvantables. Pourquoi, par exemple, ne pas donner alors la citoyenneté d'honneur à ces femmes kurdes qui se battent contre Daesh, là-bas, en Syrie et sur le territoire de l'Irak? Ça, cela aurait un sens, ça, c'est un symbole. Ça exprimerait une France qui va vers l'avant, qui regarde loin devant elle, et pas simplement pour régler des comptes avec ceux qu'elle a simplement à sanctionner, à punir, mais pas à exclure, parce que la République n'exclut pas, elle se définit d'une autre manière. Si nous avions, et moi j'avais, des doutes quant à la crédibilité de ce qui a été voté par l'Assemblée nationale, ou quant à sa cohérence, j'ai davantage encore de doutes sur l'amendement qui nous est proposé. Car cet amendement est très clair, la déchéance ne s'appliquerait qu'aux binationaux. Point. J'ai dit tout à l'heure que, bien entendu, il s'agit de criminels et il s'agit de personnes qui s'excluent d'une certaine manière elles-mêmes de toute nationalité d'ailleurs. Mais nous savons, et moi j'ai toujours cela présent à l'esprit, que le texte tel qu'il a été présenté a pour effet collatéral que les 5 millions de binationaux qui sont en France
perçoivent cela comme une inégalité. Vous avez dit ce qu'est la nation. Mais c'est ni à vous, ni à moi d'ailleurs, de le dire. La Constitution définit ce qu'est la France. La France, je ne parle pas de telle ou telle institution. Non, la Constitution, dans son premier article, dit « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. » Je répète, elle dit « La France est une république ». Elle définit la France comme une république. Et elle ne définit pas la France à partir de l'appréciation qu'a chacun de ce qu'est l'identité, parce que ça nous divise. Bon, je ne vais pas faire de grands discours. Vous savez que de toute façon, nous sommes opposés à la déchéance de nationalité et que bien évidemment, nous ne pouvons accepter cet amendement 14 qui rétablit la déchéance des binationaux. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà dit aussi et nous l'avons dit, cela est porteur d'une stigmatisation de l'ensemble de ceux qui portent au moins 2 nationalités, puisqu'on peut en avoir plus que 2, et qui, même s'ils n'ont strictement rien à voir avec le débat sur le terrorisme, se sentent pointés du doigt comme finalement n'étant pas tout à fait français comme les autres. Donc, refus absolu de voter en faveur de cet amendement. Unanimement, le groupe socialiste et républicain votera contre l'amendement numéro 14 et votera contre l'article 2, pour plusieurs raisons. D'abord, je crois que ce qui vient de se passer tout au long de ces 2 jours a été un débat intéressant, parfois vif, et les uns et les autres ont pu exprimer leur position. Ça n'a échappé à personne que dans notre groupe, le groupe socialiste, nous n'avons pas la même position les uns et les autres. C'est bien normal sur un sujet comme celui-ci. La clause de conscience doit jouer, chacun doit l'exprimer. Une trentaine de nos collègues ont même présenté un amendement pour supprimer l'article 2 parce qu'ils sont contre la déchéance de nationalité, que ce soit dans la version Assemblée nationale, que ce soit dans la nouvelle version qui va être votée, présentée par le président de la Commission. Un plus grand nombre souhaite arriver à un accord au Congrès et que l'on arrive à trouver une solution. Et cette solution, elle doit passer, le Premier ministre l'a très bien dit tout à l'heure, par une avancée des 2 chambres, à la fois l'Assemblée nationale et à la fois le Sénat. Tout le monde l'a dit depuis 2 jours, quelles que soient les positions, que nous parlons de terrorisme, que la France a été touchée, qu'il faut des réponses et que le discours du président de la République au Congrès de Versailles n'a pas été jugé sur telle ou telle phrase, il a été jugé sur son ensemble. Un point d'accord avec le Premier ministre sur le départ, sur ce qui explique notre présence ici. D'abord le terrorisme. Le point de départ, c'est aussi la déclaration du président de la République et sa proposition de modifier la Constitution. Nous n'avions rien demandé, comme l'a rappelé tout à l'heure Françoise Zocchetto. C'est le point de départ. Deuxième observation, nous avons jugé que pour autant, cette idée de la déchéance pouvait être utile, parce qu'elle nous renvoie à ce que nous sommes, et nous pensons que si la lutte est longue, notre capacité à mener le combat, c'est aussi notre capacité à reprendre possession des raisons qui font que nous sommes ensemble, qui font que nous sommes un peuple. Parce que dans une démocratie, on lutte avec les armes, on lutte avec des arsenaux juridiques, mais on lutte d'abord avec les volontés, pas seulement individuelles. Parce que la France, vous le savez, ça n'est pas une juxtaposition d'individus. La France, ça n'est pas non plus un archipel de communautés ou un archipel de tribus. Donc ce débat est important. Il est important à un moment où trop souvent on a encouragé, ici ou là, la dépolitisation de la vie des peuples, la réduction de la vie des peuples aux conditions de leur existence matérielle, en oubliant de leur parler de ce qu'ils sont. Et nous sommes une nation civique. C'est la France qui a inventé cette forme particulière d'être ensemble à partir du consentement. C'est fondamental. Et ce débat, on l'a vu, a été marqué aussi par cette reprise de conscience.
Et on arrive à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. On se retrouve bien sûr lundi avec nos débats d'actualité, les décryptages pour aller plus loin et puis le grand entretien avec des personnalités de différents domaines. Je vous souhaite une belle et douce fin de soirée en notre compagnie.